Au fil des siècles, bien avant que l'homme ne maîtrise les technologies lui permettant d'atteindre l'espace, l'aventure spatiale a fait l'objet de nombreux récits rivalisant d'originalité. Vagues gigantesques, animaux légendaires et autres oies sauvages étaient les véhicules fictifs permettant aux héros de la littérature d'atteindre la Lune. Plusieurs écrivains ont fait preuve d'une grande imagination. Lucien de Samosate, Francis Godwin, Cyrano de Bergerac. Jules Verne est le premier à tenter une approche plus scientifique. Utilisant les connaissances de son époque, il propose d'envoyer dans l'espace les personnages de son roman « De la Terre à la Lune » à l'aide d'un obus propulsé depuis la Floride. Une idée reprise dans le célèbre film de Méliès, Le Voyage dans la Lune. Passer du rêve à la réalité exigeait toutefois le concours de la science. Il faut attendre la Renaissance pour que de réels progrès soient faits dans la compréhension des lois qui régissent le mouvement des astres. Quelques grands noms se sont illustrés dans ce domaine. Au XVIe siècle, Copernic affirme que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse, ce qui provoque une véritable révolution de la pensée scientifique. Au XVIIe siècle, Johannes Kepler découvre les lois qui commandent le mouvement des planètes. Puis, Newton établit celles qui régissent les forces d'attraction entre les corps et leurs mouvements. C'est ce que l'on appelle la gravitation universelle. Enfin, au XIXe siècle, Laplace rédige son fameux traité de mécanique céleste. Ces connaissances sont une première étape vers l'avènement de la navigation spatiale, également appelée astronautique. Mais le moteur naturel que constitue la gravitation universelle ne suffit pas. Pour qu'un véhicule accède à l'espace et y maîtrise sa trajectoire, il faut aussi mettre en œuvre des moyens de propulsion. Plusieurs noms sont entrés dans l'histoire de la conquête spatiale. Au début du XXe siècle, le Russe Konstantin Tsiolkovsky théorise le fonctionnement d'une fusée. L'Américain Robert Hutchings Goddard procède quant à lui au premier lancement historique d'une fusée à ergol liquide en 1926. Il est suivi dans les années 1930 par d'autres scientifiques allemands, russes, américains et français. Sergueï Pavlovitch Korolev, futur père des lanceurs soviétiques de la guerre froide, fait ainsi décoller une fusée à plus de 400 mètres dès les années 1930. En France, Louis Damblanc, qui finira sa carrière chez Snecma, construit la première fusée multi-étages en 1936. Entre 1930 et 1940, Robert Hainaut-Peltry développe des systèmes propulsifs non refroidis. Ces travaux sont poursuivis en secret durant la Seconde Guerre mondiale par Jean-Jacques Barret et aboutissent en 1941 à la fusée EA-41, propulsée par un moteur à oxygène liquide et à essence de pétrole. En Allemagne, von Braun met au point le V2, premier missile balistique guidé qui bombarde Londres au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est toutefois réalisé trop tard pour que le V2 ne change l'issue des combats en faveur de l'Allemagne. Au sortir de la guerre, von Braun émigre aux États-Unis et participe au développement de l'astronautique mondiale, tandis qu'un groupe de travail allemand, composé d'une 60aine de spécialistes, s'établit en France. Leurs recherches sur les missiles balistiques se poursuivent au laboratoire de recherche balistique et aérodynamique, LRBA, créé le 17 mai 1946 à Vernon, en Haute-Normandie. L'aboutissement de leurs travaux est le missile Sol-Air Parka qui permet à la France de tester et d'acquérir la technologie de la propulsion spatiale. Cette démarche se poursuit avec la réalisation par le LRBA de la première fusée-sonde française, Véronique. Sa mission, comme toute fusée-sonde, est d'emporter une charge utile scientifique en altitude pour réaliser des expériences. Son nom est la contraction de deux mots, Vernon et électronique. En 1962, le CNES, Centre national d'études spatiales, demande au LRBA d'améliorer Véronique. Le résultat est la fusée-sonde Vesta. Elle est dotée d'un moteur de 16 tonnes de poussée, soit 4 fois plus puissante que la première Véronique, et peut emporter 500 kg à 400 km d'altitude. Son premier lancement intervient à Amaguir, en Algérie, le 15 octobre 1965. En 1971, le département propulsion du LRBA est intégré à la SEP, Société européenne de propulsion, qui rejoindra elle-même Snecma, société de Safran, en 1997.
Safran, au travers de ses différentes sociétés, est un acteur majeur de l'histoire spatiale française.